Bienvenue dans Flashback, très heureux de vous retrouver. On va une nouvelle fois remonter dans le temps pour découvrir nos archives sportives. Vous en avez pris l'habitude, on se retrouve tous les mois dans cette nouvelle formule de Flashback où on enregistre cette émission en direct sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ores et déjà et à laisser un commentaire sur le chat. On essaiera de réagir avec nos personnalités. C'est tout l'enjeu. On accueille 3 personnalités pendant une heure pour découvrir des nouvelles archives. Les 3 personnalités qui sont avec nous ce soir, je vous les présente tout de suite. On commence par Valentine Dumont, qu'on ne présente plus, nageuse internationale, nageuse de haut niveau, numéro 1 belge, qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris. Tu as pris ta retraite sportive il y a 6 mois. On ne compte plus tes titres de championne de Belgique, médaille de bronze également au championnat d'Europe. C'était en 2023. Sois là, bienvenue Valentine. Bonjour. Il est avec nous aussi Franco Saïta, visage incontournable du paysage sportif namurois pour les amoureux de vélo, de cyclisme, de la Petite Reine, patron des cycles Saïta pendant près de 40 ans et toujours, Franco, tu me le confirmes, président du Speedy Club. Hein. Exact, oui. Et puis notre 3e invité, il est à mes côtés, Jeannot Mulolo. Faut-il le présenter aussi, l'homme le plus fort de Namur, karatéka, vice-champion du monde de karaté, surtout sacré meilleur karatéka du monde, c'était en 1998, on va y revenir, patron du Simba Team, et puis papa de Jonathan, de Hugo et d'Ophélie, puisque c'est comme ça qu'il faut te présenter maintenant aussi, comme étant le papa de tes enfants qui performent. On parlera de la transmission aussi qui te tient à cœur vis-à-vis de tes enfants. Est-ce que vous vous connaissez d'abord? C'est un peu l'enjeu aussi, c'est de partager ça ensemble à 3, Franco. Moi, via les médias, oui. Avec notre judoka, karatéka, on a eu des contacts, je veux dire, professionnels. Oui, tout à fait. Voilà. J'étais dans la gestion des salles de sport à la ville pendant un moment. Donc j'ai eu affaire à M. Saïta et sa fille aussi qui faisait des événements. Des événements de mannequins. Et je suppose que Valentine, vous la connaissez aussi, aussi de nom. Il n'y a pas beaucoup de Namurois qui participent aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup de Namurois qui jouent. Oui. Tout à fait. Valentine, on va commencer par toi. On a retrouvé des images d'archives. Bien sûr, on va se replonger en 2017, est-ce que tu penses que tu vois de quelles images on parle ou on va te remontrer? Il s'agit d'un portrait de toi. Est-ce que tu te rappelles? Ça te dit quelque chose? Ça me dit vaguement quelque chose. Enfin, je me rappelle un peu de cette période-là, donc quand j'étais au centre de la fédération. J'étais toujours au NOC à ce moment-là, mais je m'entraînais déjà à Liège au centre. Et voilà, c'était mes premières compétitions internationales un peu à ce moment-là aussi, mes premières compétitions en tant que junior. Et voilà, donc je me rappelle un peu de cette période-là et je m'entraînais. Mon coach à ce moment-là, c'était Ronald Klaas. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va le revoir sur les images. Et puis alors, comme tu étais une jeune pépite de la natation à l'époque, Canal C s'était intéressé à toi. On était venu faire un portrait où on t'avait suivi. Je te propose sans plus tarder, on va d'abord redécouvrir ce portrait qui, à l'époque, avait été réalisé par Amandine Gilson. On se replonge donc en 2017. Regardez. Valentine Dumont a 16 ans, bientôt 17. Depuis près de 2 ans, elle a intégré le centre de la Fédération francophone belge de natation qui lui permet de combiner les études et sa discipline favorite. C'est à 7 ans qu'elle a fait ses premières longueurs grâce à sa maman. Ma maman nageait quand elle était jeune et elle m'a inscrite dans un club pour apprendre à nager. Et j'ai bien aimé directement et donc après j'ai continué et j'ai appris à nager au Canada. Et après, quand je suis revenue, je me suis inscrite dans un club pour faire des compétitions. Cela fait près de 10 ans que la nageuse, originaire d'Herpan, performe en compétition. C'est au Namur Olympic Club qu'elle a appris ses gammes et s'est maintenant accompagnée de l'un des meilleurs coachs de Belgique, Ronald Klaas, qu'elle réalise ses plus belles performances. Je suis l'entraîneur. C'est vrai que j'organise les choses ici au centre. Le programme est bien chargé, donc au niveau temps, tout doit être bien organisé. Parce qu'ils font quand même un programme plein temps à l'école aussi. Et ça va entre 25 heures à 30 heures de natation, d'entraînement. Donc ça doit être bien organisé. Et
Spécialiste du 200, du 400 mètres nage libre et du 200 mètres papillon, Valentine a énormément d'ambition. Son entraîneur et elle ont les mêmes objectifs, progresser et atteindre peut-être un jour les Jeux Olympiques. Je pense chaque sportif qui décide à faire un programme d'entraînement plein temps a dans sa tête d'aller, de participer, de faire des performances au plus haut niveau. Et c'est clair que tous les 4 années, c'est les Jeux Olympiques. On ne peut pas aller plus haut que ça. Donc voilà, je pense bien que c'est présent. Oui. Tokyo, c'est dans un peu plus de 3 ans. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs d'éventuellement décrocher une qualification? J'aimerais bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Enfin, c'est difficile de dire. Enfin, dans 3 ans, c'est quand même loin. Enfin, ce serait quand même un rêve, mais voilà. À court terme, la nageuse lorgne sur le titre européen dans la catégorie junior. Une première étape pour celle qui est la première belge à être passée sous les 2 minutes en 200 mètres nage libre en signant un chrono d'1 minute 59 secondes et 94 centièmes en février dernier. Bon, Valentine, voilà, revoir ces images. Peut-être une première réaction de ta part. Bah, ça fait toujours drôle de se revoir, surtout quand on était plus jeune comme ça. Mais c'est chouette aussi de revoir ces images parce que c'est des bons souvenirs et de voir aussi l'évolution et le chemin qui a été parcouru depuis. Bah, oui, il y a des choses qui te sautent aux yeux quand tu revois les images, simplement sur la technique ou la méthode d'entraînement ou la manière, ou pas forcément, ou comme ça ou... Bah, au niveau de la technique, c'est vrai qu'il y a des choses, je me dis, ah, ça, à ce moment-là, je pouvais encore améliorer ça. Je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites ou des choses qu'il y a à améliorer. Mais bon, ça, il y a toujours, de toute façon, même quand à la fin de ma carrière, il y avait toujours des choses à améliorer. Mais oui, c'est vrai que c'est drôle de me revoir à ce moment-là, quoi. Et alors, tu es à l'aube de ta carrière internationale. À ce moment-là, tu démarres tout doucement les compétitions internationales. Est-ce qu'on se rend compte, quand on a 16 ans, qu'on a tes capacités, qu'on peut aller très loin? Est-ce que tu te rendais compte que tu allais aller jusque-là, jusqu'aux Jeux Olympiques, et que tu allais faire la carrière que tu allais faire, ou pas forcément? Est-ce que tu avais une conscience de ça à 16 ans? Je ne sais pas si à ce moment-là j'avais la conscience de ça, mais je sais que quand j'ai commencé la natation, j'avais pas du tout cette conscience-là. Et c'est venu un peu petit à petit justement en faisant des compétitions. Puis au championnat, en fait, juste après ça, au championnat d'Europe junior, j'ai eu la première médaille. Et donc, alors on se dit, ah oui, c'est vrai que c'est quand même possible en fait. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune et que je voyais à la TV les Jeux Olympiques ou les compétitions internationales, ça me semblait vraiment hors de portée et pour moi, c'était pas quelque chose auquel je pouvais arriver. Mais en fait, petit à petit, en s'améliorant et en faisant étape par étape, c'est devenu petit à petit un objectif. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est en regardant le reportage, comment est-ce qu'une ado de 16 ans peut s'entraîner 25 à 30 heures par semaine? C'est de la folie. Bah oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup aussi de discipline et d'organisation. Mais après, j'étais bien aidée là aussi parce qu'on était dans un centre d'entraînement. Donc, à l'école, nos horaires étaient adaptés on avait cours sur le temps de midi pour rattraper les cours qu'on manquait le matin. Et donc, au final, tout était fait autour de nous aussi pour nous permettre de pouvoir mettre ça en place et combiner les études, la natation. Jeannot, toi ça t'inspire quoi de voir tous ces sacrifices pour le sport de haut niveau, les disciplines individuelles qui sont très, très, très difficiles? Voilà, ce que je voulais poser comme question à Valentine, quelle a été sa motivation pour faire autant d'heures d'entraînement ou à la compétition? Elle a été motivée par quoi? Mais moi, ce qui me motivait, c'était surtout... en fait, j'aimais vraiment bien les entraînements, j'aimais bien me dépasser, toujours essayer d'aller chercher mes limites. Et c'était vraiment ça qui me motivait et de voir l'amélioration, de voir que je m'améliorais. Et puis aussi les super expériences que je vivais en compétition aussi. Ça m'aidait vraiment. Après, j'ai jamais vraiment été non plus, je pense, une grande compétitrice. Enfin, je me suis jamais vraiment dit non plus... il faut que je sois la première. Enfin, ça, je m'en suis rendu compte peut-être un peu à posteriori, mais oui, je pense que c'était surtout l'amour du sport, d'aller chercher plus loin et de se dépasser. Je vais peut-être poser... Souvent, les sportifs de haut niveau sont des mauvais perdants qui veulent gagner. Oui. Est-ce que c'était ça le motif ou c'était un jeu au départ? Mais je pense que j'aimais bien gagner, mais que ce n'était pas ma motivation première. Que c'était plus le sport en soi que j'aimais. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a aidée aussi à faire autant
à rester dans... Enfin, avoir la discipline de autant m'entraîner, autant faire de sport, parce que c'était ça que j'aimais bien au final. Si c'est juste la compétition, les 2 heures où on nage sur... en mois ou quelque chose comme ça, par rapport à tous les heures d'entraînement, ben, c'est sûr que ça ne vaut pas le coup. Enfin, voilà. Une question. Est-ce qu'en allant faire la natation, c'était pour faire plaisir à papa ou maman ou c'était l'envie? D'où vient, je veux dire, l'envie de faire autant de sacrifices, donc, je veux dire. Ça vient de vous ou c'était pour faire plaisir à papa ou à maman ou... Non, je pense que ça venait plutôt de moi, d'une envie personnelle. Après, c'est sûr que c'est mes parents qui m'ont inscrit dans la natation, qui m'ont inscrit dans ce sport-là pour que j'apprenne à nager. Mais après, c'est devenu une passion personnelle et c'est ça qui m'a... Est-ce qu'il y avait des... Quand on gagnait une médaille, il y avait des sous derrière? Natation, c'est pas un sport très lucratif. Donc ici, je veux dire, quand je l'entends parler, elle a été, pendant toute sa carrière, motivée par une motivation intrinsèque, pas extrinsèque. Donc elle n'a pas été, il n'y a rien d'extrinsèque, donc elle ne cherchait pas l'argent. Ce qui te pousse à aller le plus loin. Voilà. Donc ici, on est dans le top niveau. Et si vous êtes arrivé jusque-là, au top, au niveau olympique, parce que c'était une motivation vraiment personnelle, où il n'y avait pas un but extérieur. Franco, dans un sport aussi qui est un sport, on va pas dire ingrat, mais les sports d'endurance, c'est souvent comme ça qu'on les qualifie aussi. C'est quand même dur. Aller dans l'eau, nager 1 heure de suite, faire du cyclisme, passer 3 heures sur sa bécane, c'est pas... Pour l'instant, on voit le Tour d'Italie, les chutes, les mecs qui se prennent des gamelles, ils se relèvent, ils vont sur un vélo, ils repartent. C'est la motivation. S'il y avait l'argent, il y a toujours l'aspect de l'argent, naturellement, mais s'il n'y avait que l'argent qui compte, ces gens, ils retourneraient chez eux. Hein. De toute façon, moi, j'ai tombé, je me plains, et c'est bon. C'est pas vrai. Un sportif, il se bat tout le temps, quoi. Il va aller au-delà de ce qu'il peut encore faire. Hein. Valentine, on pourrait parler de plein de choses durant ta carrière, de ta médaille de bronze au championnat d'Europe, c'était en 2023. Et puis tu as participé aux Jeux Olympiques, évidemment. Les Jeux Olympiques, ils fascinent. Ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est une force énorme de dire que tu es une athlète olympienne, que tu as participé à ces Jeux Olympiques. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Paris. Qu'est-ce que tu en retiens 6-7 mois après de ces Jeux Olympiques, de cette expérience? C'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps. Et d'un autre côté, c'est un peu paradoxal parce que ça me paraît très loin aussi. Parce que tu as pris ta retraite sportive, hein, on l'a précisé. Ma vie a fort changé depuis. Mais oui, c'était vraiment une magnifique expérience. L'ambiance, c'est vraiment complètement différente de toutes les autres compétitions que j'avais pu vivre. En fait, j'avais l'impression d'être plus dans une fête. Comme ça, tout le monde était heureux et content d'être là et avait envie de donner son maximum. Et tout le monde... de voir tous les sports rassemblés et tous les athlètes de tous les pays rassemblés pour le sport, je trouvais ça très beau, quoi. Et surtout à Paris, c'était vraiment l'ambiance dans la ville était vraiment exceptionnelle. Si tu recroisais la Valentine qui a 16 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette jeune de 16 ans qu'on vient de voir à l'image? Tu lui dirais quoi? Courage, ça en vaut la peine. Bats-toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est une drôle de question, hein. Oui. Oui, courage. Je pense que le courage, je l'avais, mais peut-être plus profite de toutes les expériences que tu vas vivre et oui, de profiter de chaque moment et de vivre chaque moment le plus intensément possible. Alors dans ton parcours, ce qui impressionne aussi, c'est que tu as mené des études aussi quasiment de front avec la compétition de haut niveau, puisque tu as fait des études de médecine. En Belgique, tu le disais, Jeannot, on n'a pas trop le choix. Études et après sport. Études et après sport, tu fais des études de médecine que tu as étalé. Rappelle-nous un petit peu ton parcours. Tu as étalé tes premières années de médecine, et puis là maintenant que tu es pensionné de la natation, quelque part, tu poursuis ces études. Oui, en fait, j'ai fait mon bachelier, donc mes 3 premières années en 5 ans, pour justement, avec les horaires d'entraînement, comme j'avais 25 à 30 heures d'entraînement, c'est vrai que c'était un peu, pour moi, la seule solution, surtout qu'on est souvent parti en stage ou en compétition. Donc voilà, pour moi, j'ai fait comme ça. Et ici, maintenant, c'est vrai qu'à partir du master, on a plus de stages, ça devient plus pratique. Et donc, pour moi, c'était un peu la seule... pour moi, c'était le bon moment pour arrêter ma carrière et plus me concentrer sur ça et me former au mieux possible pour mon métier aussi. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important aussi, de pouvoir être un bon médecin plus tard. Mais vous restez quand même en forme, vous arrêtez la compétition, hein, avec... et toutes, je veux dire, les difficultés qu'on peut avoir, préparation, voyage et tout ça, mais vous continuez quand même à rester en forme? Je continue à faire du sport. C'est sûr que maintenant, avec
tout ce que j'ai fait avant, ça reste un peu en moi, quoi. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de continuer à me donner. Et tu vas participer aux 20 km de Bruxelles, hein, si on est bien informé. Oui, c'est ça. Voilà. Je participe aux 20 km de Bruxelles avec une association ici à Namur, c'est Station de plein air. C'est une association, c'est un centre d'accueil de jour pour les personnes en situation de handicap. Mais ils ont vraiment un beau projet, ils veulent rénover tout le centre pour permettre d'accueillir ces personnes-là de manière la plus adaptée possible. Et donc, ils m'ont proposé d'être marraine de leur projet. Et je trouve que c'est vraiment un beau projet à soutenir. Tu peux redire le nom de l'association ? Station de plein air. D'accord, ok. La suite maintenant de ton parcours, on parlait, Jeannot, de la difficulté, Franco de la difficulté, une fois qu'on a eu une carrière de sportif de haut niveau, il faut aller vers autre chose maintenant, donc vers ta carrière de médecin. La natation va continuer à faire partie de ta vie ou pas forcément ? Je pense que ça va rester, parce que ça a été une grande partie de ma vie, donc ça va rester... Tu étais à l'entraînement du NOC il y a encore 2 jours, hein. On le sait, on est bien informé au Namur Olympic Club. Oui, en fait, ils m'avaient proposé d'aller rendre visite aux jeunes nageurs là au NOC. Et donc du coup, j'ai pu aller voir un peu leur entraînement, leur donner quelques petits conseils. Et ça m'a fait plaisir de les voir aussi, de voir leur motivation. Je pense que ça leur a fait plaisir aussi que je passe là. Et voilà, c'était un chouette moment. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser une question à Valentine, à Franco, à Jeannot, on est en direct, hein, vous nous mettez un petit mot sur le chat, soit sur YouTube, soit sur Facebook, une question, un commentaire, une anecdote sur Jeannot, que Jeannot ne t'emmènera pas à la piscine d'ailleurs, il paraît, dans les anecdotes qu'on va citer. Non, moi je l'admire. C'est pas un grand nageur. Non, moi je reste toujours au bord, je vais faire 2-3 brasses, je m'accroche et ainsi de suite, quoi. Bon, ça, on n'a pas de vidéo de ça. Je me suis déjà retrouvé avec les enfants ou les maîtres nageurs, mais demander d'aller nager avec eux. Avec les enfants, on n'est pas toujours, oui. Une petite question aux deux champions, à la championne des champions. Est-ce que vous avez un petit porte-bonheur comme ça? On voit les joueurs de football qui se signent quand ils rentrent sur un terrain. Est-ce que tu avais quelque chose de bien particulier que tu gardes, tu dis tiens, ça c'est mon petit porte-bonheur, la même chose? Oui, moi j'avais un talisman. Il y avait une prière, voilà, je le mettais avec moi, mais je ne sais pas si ça a marché. Mais souvent les sportifs, ils sont un peu superstitieux. Mais après l'expérience, moi je pense que c'est l'entraînement qui fait que... quand les jeunes on croit tout ça, ça a aidé peut-être. Mais Valentine, tu avais... Je ne suis pas très superstitieuse, je n'avais pas vraiment un porte-bonheur, mais c'est vrai que j'avais quand même toujours les mêmes lunettes pour mes compétitions, parce que je savais qu'elles tenaient bien, que quand j'allais plonger, ça n'allait pas partir, et ça c'était... Et si tu ne les avais pas, ça n'allait pas, c'est ça? Je faisais en sorte de toujours les avoir. Moi, une prière dans un parchemin. Oui, moi j'ai un petit portefeuille dont je mets 2 petites filles qui sont toujours avec moi. Et je ne sais pas partir sans mettre ça dans ma poche. Toi. Quand je fais du vélo, hop, je dis c'est mon porte-bonheur, ça porte ça porte chance. Ça aide. Valentine, un petit mot peut-être sur ta sœur. Donc tu as 2 sœurs, mais tu en as une qui fait de la natation, c'est elle que je veux parler bien sûr. Sur Sarah, qui performe super fort, vraiment bien. Un petit mot sur son actualité, comment est-ce qu'elle va, ses prochains objectifs. Tu l'as encore régulièrement au téléphone, comment ça se passe pour elle? Oui, j'ai de temps en temps au téléphone. C'est vrai que maintenant elle s'entraîne en Espagne, donc on se voit quand même pas très souvent. Mais bon, déjà l'année passée, de toute façon, c'était moi qui étais en Espagne, donc on se voyait pas non plus. Mais c'est chouette de pouvoir quand même la suivre, de temps en temps avoir des nouvelles. Et je pense qu'elle est bien là où elle est et qu'elle progresse bien. Là, j'ai pu aller la voir au dernier championnat de Belgique à Anvers. Donc ça, c'était chouette aussi de pouvoir la voir. Elle a fait aussi de meilleurs temps, elle a bien performé. Donc oui, c'est chouette de la voir s'épanouir et performer comme ça. Bon, je regarde dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec nous si vous avez des anecdotes. Mais on enchaîne. Merci Valentine, tu restes avec nous parce qu'on est avec deux dinosaures du sport namurois. Reste avec nous si tu as des questions à leur poser. Tu regardes, on va passer à Jeannot parce que Jeannot, on a des images d'archives évidemment à te remontrer. Tu as déjà participé à cette émission Flashback où on avait remontré ton passage au championnat du monde en 2001. Ici, les images que je vais te proposer de revoir, Jeannot,
Tokyo. On avait tourné un portrait de toi juste avant ton départ pour les championnats du monde de 2001. 2000, j'ai arrêté en 2001. Oui, c'est ça, en 2000. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le contexte? C'est quoi à l'époque? Allez, quelques semaines avant de partir, ce reportage il a été fait quelques semaines avant que tu ne partes, lors de ta dernière grande compétition, puisque tu as terminé ta carrière là-bas. C'était quoi un peu le contexte à l'époque? Tu étais dans les favoris? Bien sûr, donc après autant d'années, dès qu'on a fait les tours, on va dire, donc voilà, j'ai participé à plusieurs championnats du monde, je connaissais un peu les niveaux du karaté mondial. Je veux dire, là, on est dans le karaté traditionnel. Meilleur karatéka du monde en voilà, 98. On est dans le karaté traditionnel, donc le plus dur, c'était d'affronter les Japonais. Parce que les Japonais, ils arrivaient pour tout rafler. Et ça a toujours été les cas. Ils étaient chez eux, en plus. Ici, voilà, c'était chez eux, même à l'extérieur. Il faut se dire, voilà, c'est un sport traditionnel, donc ça veut dire que ça vient du Japon. Les grands maîtres viennent de là. Donc, ils ont toujours gardé les premières places. Donc, il arrivait des fois qu'on arrive à éliminer un des meilleurs japonais. Ça, eux ne supportaient pas. Donc, voilà. Donc, quand j'allais là-bas, j'étais attendu. Donc, on savait que telle personne a fait telle ou telle performance. Ou en 94, il a fait en 98. Donc, voilà. Donc, je savais que j'étais attendu. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait une préparation comme je fais d'habitude, sans se mettre des pressions. Voilà, donc c'était. La préparation, elle se passe où? En stage, à Namur? Explique-moi un peu. Écoutez, on va voir des images après. Hein. Voilà, moi, je m'entraînais à Tabora, avec mon sensei Jackie Lemaire, avec un autre champion bien connu, Philippe Walata. Donc, c'était des gens qui avaient beaucoup d'expérience et ceux qui me préparaient pour cette dernière apparition. Dernière ligne voilà. droite, dans la dernière donc, ligne alors, droite, moi, j'avais pris l'habitude de partir des Tabora jusqu'à la Citadelle. Donc, j'ai longé la Meuse et je faisais la Citadelle. Or, moi, je n'aime pas courir non plus. Donc, vélo, natation, c'est pas mon truc. Alors, pour rendre les choses plus difficiles, je mettais les poids. Donc, je prenais des poids avec moi. Donc, je faisais vraiment ce travail mental, physique, pour vraiment être prêt pour, je veux dire, dans les moments difficiles. Et techniquement, voilà, j'étais très bien encadré. Donc, je suis allé là-bas. Mais quand on voit la dernière technique que j'exécute pour gagner, par exemple, en équipe, c'est la technique que j'ai répétée plusieurs fois avec Jackie Lemaire. Parce que j'ai pris le temps d'aller chaque fois m'entraîner à Genk. Et après, voilà, pour dire, voilà, je vais aller arrêter là, je suis revenu aux sources, on a répété, et j'ai fait ce qui a été préparé, et je l'ai exécuté. Voilà, moi, ça a été une bénédiction. Écoute, on va regarder ces images où tu es à l'entraînement. On est donc quelques mois avant ton départ vers les championnats du monde. Regardez. Lui, c'est Jeannot Moulolo, et si son nom ne vous dit peut-être rien, sachez que ce Namurois est un champion multimédaillé dans sa discipline, le karaté. Le karaté, un sport qui reste encore malgré tout fort méconnu dans notre pays. Je peux vous dire que ce n'est pas un sport qui développe l'essence belliqueux d'un individu. Ça développe l'humilité, le respect. Donc, quelqu'un qui est agressif en faisant le karaté, déjà la première chose qu'on apprend, c'est respecter son partenaire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse être agressif, je veux dire, inutilement, quoi. Donc, on sait dépenser son énergie, on sait... de toute façon, en face, on aura quelqu'un qui va répondre à votre agressivité, mais d'une manière contrôlée, quoi. Son énergie, Jeannot va pouvoir la dépenser au maximum, puisqu'au moment où vous verrez ces images, notre ami participera en effet au championnat du monde à Tokyo, championnat qui revêt un caractère tout particulier à ses yeux. Alors Jeannot, le Japon, ça veut dire quoi? Ça veut dire une dernière apparition. Et ça représente beaucoup de choses pour un karatéka, quoi. Donc, je vais devoir enfin montrer aux Japonais qui m'ont vu que par des images. Ils vont essayer de me voir en chair et en os. Et vous allez les défier sur leur propre terre, dans leur propre style? Ça, je compte bien leur montrer de quoi je suis capable, quoi. Donc je n'irai pas faire de la figuration, voilà. Donc je vais aller pour montrer de quoi je suis capable. Vous êtes capable de quoi? Beaucoup de bonnes choses.
Jeannot le battant, Jeannot le conquérant et qui sait peut-être bientôt Jeannot le champion du monde. Bon, est-ce que tu te souviens de ces images? Ah ben non, justement. Donc je pense, enfin, il y a eu beaucoup d'images parce que on s'est déplacé avec les caméramans, RTBF, Canal C à l'époque. Ouais, ouais. Mais il y a tellement d'images que ces images-là, j'ai jamais vues. Non, ben voilà, ça fait plaisir de te montrer. C'est tout l'enjeu, évidemment, de ces émissions, c'est de faire remonter des... Donc voilà, donc j'étais sûr de moi. Donc je veux dire, voilà. C'est ça que j'allais te demander. T'es dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est avant d'aborder un grand championnat comme celui-là? Ah ben non. Moi, je m'entraîne. Donc, écoutez, donc, quand je faisais la citadelle, je vais expliquer, sans parler des films de Rocky et tout ça, je faisais des montées de tout ce que je faisais. Donc, je me disais, s'il y a quelqu'un qui s'entraîne plus fort que moi, il peut gagner. C'est pas grave. Donc, c'est ça le sport, on va dire. Donc, mais je n'allais pas... j'ai 2 jambes, 2 bras, comme tout le monde. Mais j'allais là-bas pour montrer que déjà qu'en Belgique, on travaillait très, très dur. Il y avait la technique. Et j'étais bien conseillé aussi. Donc, voilà, moi, les gens disaient, voilà, on te met en confiance, on t'explique qu'il y a déjà eu des résultats, les Belges ont déjà réalisé ça, on est dans cette lignée-là. Donc voilà, moi je dois aller en toute confiance. Comme j'ai dit, être champion, il n'y avait pas l'idée, je vais être champion du monde. L'idée c'était, je vais faire ce que je sais faire. Ouais. Voilà. Et le reste, voilà. Valentine, une petite réaction, on voit un sportif qui se prépare pour un grand championnat, tu connais ça. C'est quoi la clé du succès ou le regard que tu portes sur la préparation ou les quelques semaines qui précèdent un grand rendez-vous comme ça? Sur quoi est-ce qu'on doit être focus? Je trouve que ce qui est marquant chez lui, c'est justement son mental de battant comme ça et sa confiance, quoi. On voit qu'il est confiant dans ses entraînements, dans sa capacité à mettre en place ce qu'il a fait aux entraînements dans la compétition. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir avant, se dire j'ai bien travaillé, j'ai fait les entraînements qui étaient nécessaires et j'ai fait tout ce que je pouvais aux entraînements. Maintenant, je vais juste montrer à la compétition ce dont je suis capable. Alors justement, on va le voir, hein, on va redécouvrir, pas l'entièreté du reportage, mais on va redécouvrir quelques images de toi au championnat du monde au Japon. Donc on prend l'avion rapidement et puis on se retrouve au Japon pour découvrir le reportage, puisqu'il y avait une équipe qui t'avait accompagné à l'époque. Regardez. Un Namurois au Japon, et non, ce n'est pas le titre d'une super production wallonne, mais bien l'aventure que vient de vivre le karatéka Jeannot Moulolo en participant au championnat du monde à Tokyo. 57 pays engagés dans la compétition, une équipe belge connue et respectée, et un voyage tout particulier pour notre Namurois. Je viens faire pour la dernière fois un championnat au niveau international. Donc j'ai choisi ces championnats du monde qui se passent ici au Japon, à Tokyo, pour arrêter ma carrière internationale. Comment va se dérouler ce tournoi? C'est un système, tu perds, il n'y a pas de repêchage en fait. Donc tu perds, tu es dehors. Donc il peut arriver que le premier tour, on est dehors. Tu peux faire 6 mois ou 1 année de préparation, mais tu peux arriver après 2 minutes ou 1 minute de combat. Donc tu peux te rhabiller et retourner en Belgique. Voilà quoi. 5 adversaires à battre, pas le droit à l'erreur. Et si Jeannot franchira une à une les étapes menant à la victoire, il devra s'incliner face au japonais Taniyama, aidé, il faut bien le dire, par un coup de pouce qui n'avait rien à voir avec le destin. Mais écoutez, vous avez bien vu quand même que sur les tatamis, il y avait 5 arbitres. Donc sur les 5 arbitres, il y a 5 japonais. Et je commande avec un japonais. Bien sûr, il a marqué les points, donc on peut lui donner ses points. Mais quand moi j'ai marqué mes points, on aurait pu me les donner aussi. Hein. Donc j'ai marqué au moins 2 reprises. Alors, s'il ne donne pas, il donne ce qu'il a marqué. Bon. Et non, pas de demi-finale pour Jeannot en tant que combattant en individuel, mais bien en tant que capitaine d'équipe, puisque les Belges triompheront de tous leurs adversaires.
Restait à faire les prières d'usage et invoquer les dieux ou les déesses pour espérer vaincre les Anglais dans un lieu mythique, le Budokan. Et si, après avoir triomphé des Anglais, l'équipe belge devra malheureusement s'incliner face aux invincibles japonais, Jeannot sauvera quand même l'honneur en marquant le dernier point de cette finale, un super bipone en moins de 30 secondes, sortant ainsi par la très grande porte. C'est une chose vraiment inattendue et une surprise formidable. Vous avez vu comment je termine la compétition au Budokan avec tous mes copains ici. Vous avez vu vous-même que c'était super, c'était super. Vous pouvez rêver plus belle façon de quitter la compétition? C'était dans un rêve, c'est une rêve qui est devenue réalité. Donc je termine avec un Nippon au Budokan. Et c'est là que j'arrête la compétition au niveau international. Imaginez l'impact maintenant que ça va faire dans le monde. Pour moi et pour le karaté belge et namurois. Ouais, magnifique reportage qui retrace ton parcours, empreint d'honneur, d'émotion aussi là-bas. Revoir ces images, ça te fait chaque fois quelque chose. Ah oui. Enfin, moi je trouve, lorsqu'on est sur place, voilà, on parle, on rigole entre copains. Mais quand j'ai vu la dernière partie, j'ai vu ça. Parce que le fait que le réalisateur, déjà, c'est lui qui était sur place, c'est Bourdon. Donc, voilà, il me faisait répéter chaque fois les mouvements. Faire encore un mouvement, faire encore un mouvement. Bon, j'en avais marre, mais finalement, quand j'ai eu le reportage, en fait, il y a les pigeons qui volaient derrière moi quand ils prenaient les images. Alors, ils ont fait, quand j'ai fait les coups de pied, en même temps qu'ils ont fait, ils ont stoppé les coups de pied, ils ont stoppé les pigeons qui étaient en train de voler. Ah, mais je trouve ça magnifique. Donc, alors, là, à ce moment-là, on s'intéresse au travail des personnes qui regardent ça de l'extérieur. Donc, voilà. Moi, je n'avais pas de regrets d'arriver là, donc je pense que ça aurait été un peu gourmand de vouloir rester, mais j'avais fait le tour du monde plusieurs fois. Au Japon, j'ai retourné pour la 3e fois, donc voilà. Oui, tu mets un terme à ta carrière à ce moment-là, avec déjà une belle longévité. Ça aussi, au niveau de ta carrière, c'est quand même... Moi, j'ai commencé, je veux dire, à voyager avec l'équipe belge un peu tard. Si je compare par rapport à mes enfants, moi, je suis resté 7 ans, je pense, à l'équipe nationale. Mais à 7 ans, en faisant dans les 2 systèmes. Donc, le système traditionnel, où je suis depuis le début, mais je faisais les tout styles aussi. Donc, dans les tout styles, donc, il m'arrivait, par exemple, en 98, de faire 20 voyages dans l'année, qui t'amènent de Rio de Janeiro au Japon, à Los Angeles. Donc, voilà, donc on a fait... j'étais parti tout le temps. Capitaine de l'équipe nationale belge, Jonathan, ton fils, l'a été quelques années après. On va en reparler justement de tes enfants. Peut-être Franco, Valentine, une petite réaction sur ce qu'on vient de voir, sur le parcours Est-ce qu'on se fait le film? Est-ce que vous faites le film de dire, tiens, j'aurais peut-être fait mieux? Est-ce qu'on dort bien la veille?
Est-ce que quand on va se mettre au lit, est-ce qu'on va sans aucune arrière-pensée? Lorsqu'on est dans la... je veux dire, là, par exemple, dans les systèmes où j'évolue, je suis dans un... Il n'y a pas de catégorie des poids. Ça veut dire que je n'avais pas les restrictions de dire que je vais essayer de diminuer mon poids. Voilà, il n'y avait pas ces genres de restrictions. Mais dans l'hygiène qu'on peut avoir, dans la vie, de dire je vais dormir telle heure, je peux boire ou pas boire. Donc voilà, moi, sincèrement, je pense que je suis arrivé à faire des performances en restant naturellement, en vivant normalement, sans se mettre de la pression. Je vais manger, je vais boire, on va dormir, on va se réveiller, mais vraiment faire la part des choses, de vivre chaque moment à 100%, sans se préoccuper des enjeux. Il n'y avait pas l'obligation, je dois gagner, mais l'idée c'était, il faut faire ce que tu sais faire, et peu importe les résultats. Donc le coach il disait, je veux que vous vous battez comme des lions, faites ce que vous voulez, mais je préfère que vous... Non, je serais content si vous gagnez. Mais si vous ne gagnez pas, mais faites d'abord ce qu'on vous apprend à faire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. On arrivait, on faisait ce qu'on devait faire, mais il y avait une concentration parce qu'il y avait une préparation. Si la préparation est correcte, la différence, comme j'explique, ça se passe dans la préparation. Si on se prépare correctement, ben, on donne ce qu'on a donné, et si ça va, ça ne va pas. Ben voilà, après, on s'est fixé un autre objectif après. Oui. Mais il faut pas sortir avec des regrets. Il faut faire, comme on va vous dire, fais cette technique, si tu ne le fais pas, mais tu vas regretter. Tu ne le fais pas, tu perds. Autant le faire. Pas de stress avant. Si, il y a deux manières d'avoir des stress. On peut avoir peur. Je peux donner un exemple. Quand on arrivait, pour la première fois, on s'alignait. Donc vous avez l'Allemagne, vous avez la Belgique. Ben, nous, on s'est retrouvés. Moi, je peux faire 1m86. Tu te retrouves avec un Allemand. Ben, il y a deux têtes en plus que toi, très fort. Du oula, il va être lent parce qu'il est grand. Mais non, justement, non. Donc, on doit s'habituer avec tout ça. Donc, on se donne à fond. Après, on le bat. Enfin, oula, j'ai battu un Allemand. Enfin. Et c'est aussi, le stress, il est aussi positif s'il reste à un niveau... Enfin, c'est aussi l'adrénaline qui nous donne aussi... Tout à fait. Oui, c'est ça, l'énergie pour nous dépasser. Et on pense déjà au lendemain, quand vous rentrez, quand on va tout à fait. On va dormir, on dit, oh, demain, on va être vu par des milliers de personnes. Il y a quand même le stress. Les sportifs de haut niveau... moi, en tant qu'amateur, on a déjà du stress quand on a une randonnée ou quelque chose de tout à fait spécial à faire le lendemain. Il ne faut pas demander des sportifs de haut niveau comme vous êtes qu'à ce moment-là, aller dormir et on pense, est-ce qu'on se remet dans la tête est-ce qu'on va bien faire, est-ce qu'on va mal faire Je pense que ce qui est, est-ce qu'il y a un stress, voilà. Comme il disait, se maîtriser. Oui. Et d'être dans une routine aussi et de faire toujours un peu la même chose, la même préparation avant pour être un peu dans notre bulle et notre... ça aide à rentrer dans la bulle. Hein. Et on est rassuré aussi. Rituel. C'est les personnes qui vous entourent aussi. Donc il faut jouer un rôle. Voilà, donc la confiance des personnes qui vous entourent. On peut dire ça, c'est des personnes significatives. Ça peut être les parents, les entraîneurs, les personnes qui croient en vous. Et quand on vous rassure, vous dites voilà, vous faites partie des meilleurs, faites ce qu'on vous demande. Donc voilà, on vous pousse... on vous met en confiance et vous faites ce que vous avez à faire. Quoi. Donc, je veux dire que le staff autour d'un athlète est très, très important. La famille, les entraîneurs, l'encadrement, tout ça, c'est très, très important. Alors, ce qui est beau dans l'histoire de Jeannot et de la famille Mulolo, c'est que cette passion, cette force que tu as à l'intérieur de toi, tu l'as transmis, ce talent que tu l'as transmis à tes enfants, à Jonathan, à Ophélie, à Hugo, qui font partie des meilleurs karatékas du monde dans leur catégorie respective, qui ont performé au niveau international pour Jonathan, Ophélie. Et Hugo. Et Hugo aussi, tout dernièrement. Hugo qui commence à percer, on commence à en parler de plus en plus justement dans les médias. C'est quoi la recette de la famille Mulolo? Puisque sur les trois enfants ici, ils performent tous au niveau international et ils font partie des meilleurs du monde. Comment est-ce que c'est dans les gènes? C'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça? C'est une force que tu as à l'intérieur de toi. Quel regard tu portes là-dessus? C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau que d'office on donne ça ou on transmet ça à ses enfants. Comment tu as fait pour pas y arriver une fois, mais 3 fois? Oui, mais il y a déjà le fait que
enfin, dans mon caractère, je suis humble. Donc, je veux dire, si, humainement parlant, si on ne pense pas être dans l'obscurité, on ne verra jamais la lumière. Donc, si moi-même, je me suis entraîné, donc voilà, je veux dire, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté, ça reste mon expérience. De la même manière de pouvoir transmettre, donc je le fais de la manière où moi, je pense que c'est bon. Mais j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des meilleurs professeurs, des meilleurs sensei, on va dire en Belgique. Donc, j'ai eu la chance de participer à une formation de très, très haut niveau à l'université de Louvain, avec le professeur Godin. Donc, en psychologie. En psychologie de la performance sportive. Donc, ça veut dire que lui, c'était le directeur du programme, mais il a fait venir 20 professeurs francophones en France, en Belgique. Donc, et ça m'a permis de pouvoir transmettre... D'appréhender ça autrement aussi, voilà. avec ton expérience aussi, ça a fait écho. Et Jonathan, ben voilà, je l'ai fait tourner dans le monde entier. Moi, je l'ai fait, je l'ai montré comment ça s'est passé. Et ça s'est... Il a terminé, mais vraiment, où les gens se demandaient comment ça se passait. Où c'est l'entraînement, où c'est les études. Alors lui, quand c'était les études, il était à 100% dans ses études. On oubliait un peu le sport. Et quand c'était les études, et en plus, ça tombait très bien que voilà, il étudie. Et souvent, les examens arrivaient au moment où, je veux dire, il n'avait pas de compétition. Donc, ça s'est très bien déroulé. Et Ophélie, elle a eu son attention en attente numéro 1 pendant des années, 12 ans non-stop. C'est avec le parcours olympique. Donc, le parcours olympique a fait qu'elle voilà, elle s'est entraînée, mais vraiment à fond. Mais comme avec Jonathan, l'expérience que j'ai eue avec lui, on n'a pas eu beaucoup de conflits. Ouais. Une fois, on s'est retrouvé en Corée où il n'a pas écouté les consignes. On s'est disputé, je pense, il n'a pas écouté. Mais les conflits qu'on a eus sur le terrain nous a suivis jusqu'à l'hôtel où on était nous deux. Et je n'ai pas voulu faire la même chose avec Ophélie. Oui, bien sûr. Donc ça fait qu'avec Ophélie, dès qu'elle a commencé le parcours olympique, je fais appel à un ami en France qui forme les champions du monde et tout ça. Donc c'est un grand club, Samouraï 2000. J'ai laissé Ophélie avec ces professeurs-là. Et moi, j'ai fait les papas. Ouais. Donc moi, c'était l'hôtel, filmé. Si elle avait fait une bêtise, hop, lui, il engueulait. Moi, je n'avais rien à dire. Ouais. Et j'ai réglé ça avec Ophélie, de cette manière. Il n'y a jamais de conflit. Elle a continué. Elle a fait des performances qui m'a toujours laissé comme ça, je veux dire, baba, comme on peut dire. Oui. Je vais demander un petit mot à Valentine sur l'importance de la psychologie ou de se préparer psychologiquement. Tu avais aussi, toi, tu travaillais beaucoup là-dessus ou... J'avais pas vraiment de psychologue pour travailler vraiment sur le mental en soi. Mais après, j'ai eu beaucoup de conseils de mon coach et d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi. Et puis, je pense que aussi, comme il disait que, en fait, c'est important d'avoir une famille qui entoure, mais qui n'est pas non plus... oppressante. Voilà. Oui, et de faire une distinction entre l'entraîneur, le coach pour les entraînements, et la famille qui est là pour encadrer et entourer et soutenir. Parce que c'est vrai que pour les parents, c'est beaucoup d'investissement aussi de devoir... il devait souvent me conduire à des compétitions, surtout quand j'étais plus jeune. Pour les parents. Oui, beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. Et donc, c'est chouette d'avoir aussi des parents qui nous soutiennent et qui sont là autour de nous pour nous soutenir. C'est un petit mot sur l'actualité. Bon, Jonathan, il a sa carrière internationale, il est pensionné aussi de sa carrière internationale, donc on le voit moins sur la scène internationale. Mais un petit mot sur Ophélie et sur Hugo, comment ils vont pour le moment. On parle d'eux dans les journaux, ils performent. C'est quoi l'actu, c'est quoi les prochains objectifs pour ici, les deux poulains? Oui, dernièrement, Ophélie qui avait des objectifs, parce qu'elle il lui est arrivé de tomber sur des meilleurs des champions du monde. Elle a battu dernièrement le numéro 1 mondial, mais vraiment correctement. Ouais. À l'étranger, hein? Oui, c'est dans le Premier League. Ouais. Donc ici, voilà, là, elle va participer en équipe ce week-end à la Coupe de France, avec le Samouraï 2000. Et la semaine d'après, elle est au Maroc, toujours en Premier League. Et Hugo, maintenant, on le laisse parce qu'il termine... c'est du secondaire maintenant. Oui. Donc, on préfère qu'il puisse se concentrer à terminer correctement ses études. Mais là, il a fait une belle performance en étant champion d'Europe pour sa première sélection officielle.
et un individuel et en équipe. Et voilà, ça lui donne... Famille Mulolo, parce qu'avant, champion d'Europe. Oui, le fait que lui, 17 ans, avant, si on va en France, c'est les clubs, c'est les Simba Team qui se déplacent. Mais ici, c'est une sélection officielle. Voilà, c'est une fierté de voir qu'il est à l'écoute. Et je peux dire qu'Hugo, il fonctionne à 60%. Entre 50 et 60% de ses capacités, sans forcer. Donc, on peut espérer. Mais tout est là-dedans. Est-ce qu'il peut être meilleur que papa? Comment? Est-ce qu'il peut être meilleur que papa? Le but, c'est qu'il soit meilleur. Hein. Oui. Moi, j'ai arrêté, je ne me compare pas. Moi, je suis... Non, mais il y a quand même une Jonathan, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé à 27 ans. Eux, ils ont commencé à 15 ans. Donc, Jonathan a commencé à voyager avec l'équipe nationale à 15 ans. Hugo à 17 ans. Donc, pour que ça dure, comme on dit. Donc, voilà. Donc, on espère qu'il s'entraîne, qu'il pratique... il y a plusieurs niveaux. On est jeune, on apprend, et comme on fait avec beaucoup de jeunes, hein, maintenant, il y a l'académie à Vierde, où on transmet à d'autres jeunes, mais ils s'inspirent aussi d'Ophélie. J'ai autant de filles que des garçons. Donc, on essaye de faire revivre justement l'expérience qu'on a vécue, on essaie de transmettre ça. Ce n'est pas que la compétition, façon de parler. Donc, moi, c'est la passion des sports. Et la passion des sports, on part, comme Valentine a vécu, ça part déjà d'une motivation personnelle. On veut faire pour soi, ou la santé, ou voilà, des raisons personnelles. Et après, ici, chaque personne trouve un peu sa motivation en venant au club à apprendre ou à bouger, ou les enfants qui veulent faire la compétition, ils découvrent le plaisir d'être sur le podium, on appelle ton nom, tu arrives, et on voit dans les regards des enfants comment ils sont heureux de recevoir une médaille, une première médaille. Donc, et c'est comme ça qu'on les aide à grandir. Les enfants, certes, mais derrière, il y a beaucoup d'autres gosses qui commencent à prendre plaisir, justement, à faire des résultats, à affronter l'inconnu. Donc, le fait de développer ce courage d'aller, affronter des jeunes de Liège ou de Bruxelles, ils découvrent. Et voyager aussi. Oui. Le fait de ne pas rester dans son village. Mais le sport, ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est un apprentissage pour la vie aussi. Tout à fait. Il y a Vanessa qui dit coucou Jeannot sur le chat. Et alors il y a Dimitri DL qui dit ancien élève de Jeannot. Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté avec des enseignements que j'applique toujours. Ça fait plaisir. Dimitri qui a été champion d'Europe avec Jonathan. Ah, voilà. Et qui est très, très intelligent, les jeunes qui est là, parce qu'il était jeune. C'est lui qui... quand on voyageait, nous, on peut faire des photos de nous comme ça. Et lui faisait des photos des structures, tout ce qui était, je veux dire, art. Ouais. Et l'anecdote avec Dimitri qui vient de faire là, on va au Japon. Je suis parti avec les trois. Donc, ils étaient 3 jeunes de 10 ans. Ces jeunes-là expliquaient aux Japonais comment fonctionnait l'appareil photo qu'eux, ils vendaient, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Un petit Belge, là. Donc, il dit non. Et il savait acheter quelque chose. Donc, voilà, donc c'est les enfants. Aujourd'hui, il est ingénieur à chaud, papa de 2 enfants. C'est des enfants, attention, je l'ai eu à 6 ans. Et moi, ma fierté, je veux dire, ma motivation, c'est d'avoir justement les parents qui viennent avec les enfants, ensemble, coach. Donc moi, les parents, on arrive à avoir des adultes comme ça. Tout à fait. Il a été même sur les listes des élections. Donc pour dire, ma fierté, c'est comme mes enfants. Donc, bon, Jeannot, oui. On pourrait faire une émission de 4 heures avec Jeannot, avec Jeannot qui est people, surtout à Namur, avec sa carrière, avec ses relations. On avance un petit peu dans cette émission. Non, c'est génial. C'est pour ça qu'on t'invite. Salut Dimitri. C'est pour ça qu'on t'invite. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, comme Dimitri et Vanessa, poser une question, mettre un commentaire, une petite anecdote. N'hésitez pas sur le chat. On est en direct sur YouTube et sur Facebook. On va passer
demander à Franco. Franco, tu ne vas pas t'en tirer un si bon compte. On a aussi, on va pas dire des casseroles, mais des pépites. Je suis bien entouré déjà. Hein. On a aussi des petites pépites ou des images qu'on voudrait te montrer. Hein. Quand je t'ai recontacté, je t'ai parlé de ces images qu'on avait retrouvées qui datent de 2000, voilà. Où, avec le Speedy Club, hein, tu es le président du Speedy Club, vous organisez, c'est pas un voyage, comment est-ce qu'on va organiser ça? Disons qu'on a voulu faire le Tour de France, le dernier Tour de France que Eddy Merckx a gagné en 74. Et comme il passait en Belgique, on va prendre les étapes à partir de la Belgique. Et on est parti de Namur et on a fait directement, on a fait les Alpes et les Pyrénées. On a fait ce qui avait le plus dur. Les étapes de montagne. On n'a fait que les étapes de montagne. Et là, on était, je crois, 24 cyclistes à le faire. Et donc le voyage, avant qu'on ne découvre les images, vous êtes parti pour 13 jours, avec des étapes longues de combien de kilomètres? Les étapes, comme à l'époque, les coureurs faisaient. Il y a des étapes de 200, des étapes de 180, des étapes de 220. On a suivi plus ou moins le programme du Tour de France de 74. Et alors, l'idée, elle vient de toi. Comment est-ce qu'elle est accueillie au départ au Speedy Club? Les gens disent pas, t'es fou, aller faire 200 km, faire 13 étapes, ça n'ira jamais. Avant ça, on avait fait un périple à partir de Namur avec Menton. On est allé à Menton. La ville est jumelée avec la ville de Menton. En 84, ça, c'était bien avant, parce que là, on est en 2000, 16 ans avant. Puis, 2 ans après, on a fait Namur-Rome. Oui. On est allé à Rome à vélo aussi, toute une équipe. Et puis, on a fait Namur-Andorre. Et puis, on s'est dit, tiens, on a fait la France, on a fait l'Italie. Oui, donc, on n'était pas à ton coup d'essai. C'est le genre de voyage, de fonctionnement que tu connaissais. Et alors, c'est quoi le défi? On ne part pas comme ça à l'improviste. Il y avait toujours un petit peu, comme on dit, la carotte au bout du bâton. Quand on a fait le Tour de France, on l'a fait pour une œuvre qui était l'Omidot, le don d'organes en France. Okay. Et là, on a été vraiment reçus. C'est incroyable parce qu'on avait envoyé le roadbook à toutes les villes et eux ont fait le nécessaire. Dès qu'au bord de la route, il y avait des gens qui nous applaudissaient. On se demandait, tiens, comment est-ce que ces gens... Mais ces gens étaient venus pour nous applaudir. Et à un moment, on arrive sur une petite place. Qu'est-ce qu'on voit? Une table avec à manger et à boire. C'est tous des gens qui faisaient partie de l'Omidot, qui nous avaient reçus. Tout au long du parcours, ça a été pareil, c'était incroyable l'accueil qu'on a eu. Est-ce que tu as revu ces images, ou les images, le reportage qui à l'époque avait été réalisé par Benoît Derue et Paul Piret, qui vous avez suivi? Non, je ne pense pas avoir vu cela. Celle de Rome, oui, mais celle-là, je ne pense pas. Alors ça fait plaisir, on va pouvoir te remontrer. Le reportage, au départ, il fait 18 minutes. C'était compliqué de remontrer les 18 minutes, évidemment. Donc on a fait quelques moments, on a repris quelques moments dans ce long reportage. Mais je propose sans plus tarder, on va découvrir ce reportage donc, où on repart sur les traces d'Eddy Merckx en 2000 avec le Speedy Club. Regardez. Salut. Ça va? Commencé au mois de septembre à rouler. C'est grâce à Gérard qui m'a motivé un peu pour le vélo. Et puis j'ai racheté son premier vélo et puis je m'y suis mis, j'ai commencé à faire 40 km. Et puis après 40 km, j'étais lessivé. Ça m'a tellement bien plu. Alors l'esprit du groupe, l'ambiance, du monde de copains, tout ça. Je m'y suis mis et on a eu un bel hiver, donc j'ai commencé à rouler, je me suis inscrit chez Saïta. Et alors, voilà quoi, puis j'ai commencé à faire des sorties avec eux le samedi, le dimanche. Et alors, puis j'allais 2 fois en stage, une semaine en stage en Provence, une semaine dans les Vosges, donc pour faire la moyenne montagne. Et puis bon, on a parlé du Tour de France et je me suis inscrit 2 mois, il y a 2 mois d'ici, je me suis inscrit. Et puis, voilà quoi.
On va bientôt arriver au-dessus, ça va aller. Tu souffres là? Bah quand même. Alors comment ça se passe en couple? Ça se passe bien. On n'a pas l'occasion de s'engueuler, on ne sait plus parler. Et vous, ça va? Oui, ça va. Quand on arrive au-dessus. Alors, si vous voulez une anecdote sur mon compagnon de chambre, c'est que lui, il roule jour et nuit. Parce que contrairement à certains, il ne ronfle pas, mais il parle. Et alors, il est assez anxieux, et la nuit, il fait l'étape du lendemain. Donc, j'ai droit à tous les détails pour le lendemain de l'étape. Il a rêve. Alors, il a toutes sortes de réflexions comme ça. Il dit « Ah, demain, je vais être prudent, très prudent. » Et puis il dit « Oh, que c'est dur, que c'est dur. Une attaque, il dit une attaque. » Alors moi, je l'écoute dans mon lit et j'ai des passements de temps comme ça. Ah, voilà. Mais c'est amusant, c'est amusant. Je préfère ça à quelqu'un qui ronfle. Tu t'arrêtes souvent comme ça Ben, quand je fais des périples parfois comme ça, mais moins grands que ceci parce que c'est la première fois que je fais avec Franco un aussi grand. Et c'est vrai que là, on a beaucoup plus d'occasions de s'arrêter, de regarder les paysages, de faire des photos de toutes sortes de choses qu'on voit dans la montagne ou des petits villages qui sont un peu abandonnés dans les montagnes de ça, qui sont vraiment fantastiques. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu vite, quoi, et on n'a pas le temps, on doit toujours pouvoir suivre pour pas rester dernier, quoi, parce que sinon, vous voyez bien dans les côtes, là, on est souvent dernier. Hein. En fait, je me souviens très bien du Tour 1974 parce que c'est la deuxième année où j'ai fait du vélo en montagne. Et j'étais cette année-là bloqué dans le Mont Serein. Donc Merckx venait de l'autre côté, sauf le Chalet Reynard et puis le Mont Ventoux et il descendait vers Malaucène. Et moi, je l'ai vu passer et je l'ai photographié dans le tournant au Mont Serein. Tu les as tous lâchés là, Gérard. C'est dur. Je crois que c'est plus facile d'aller à l'école, là, gamin. Qu'est-ce qui compte plus pour toi, ton périple ou le sien? Ah non, le sien. Le sien, disons que moi j'en ai déjà fait 4. J'en ai fait un superbe qui était celui de Rome, mais ici, en tant que président, je veux que tout le monde réussisse son périple. Et en ce plus, mon fils, c'est mon protégé, et c'est celui qui compte à mes yeux, quoi. En tant que président, j'étais vraiment heureux d'être avec vous pour ce périple. Voilà. Je crois quand même qu'il faut dire que Franco a fait un boulot fabuleux, parce que travailler jusqu'à 11 heures, quand tout le monde va dormir, il fait les vélos, il fait tout. Je crois quand même que s'il faut applaudir quelqu'un, c'est quand même lui. Ouais. Bon, Franco. Des beaux souvenirs, oui. Revoir ces images, un peu d'émotion aussi sur la fin avec le piston. Oui. Des impressions de voir ces images? Oh, c'est magnifique. Disons qu'on voudrait bien refaire encore, tellement que ça nous prend. Hein. Je crois que les gens qui font du sport, quand ils font quelque chose d'exceptionnel, bien, ça reste gravé dans la mémoire
Bien sûr, ça laisse des traces indélébiles. Tu as encore des contacts avec les gens, ça soude. Oui, on est toujours en contact. Je veux dire, le club continue, parce qu'on est quand même encore 120 au Speedy. Et bon, on a des projets beaucoup moins, je veux dire, spectaculaires comme on a fait, parce qu'on a quand même fait des trucs qui n'étaient pas donnés à tous les clubs à le faire. Maintenant, ici, on fait encore du vélo régulièrement. On part, ce week-end-ci, on part en Italie faire du vélo. Mais on fait toujours une centaine de kilomètres. Voilà, et ça reste encore tous ces gens qui ont participé à tous les périples que le Speedy a fait. Quoi. Tu as des anecdotes, je pense aussi sur ce voyage, sur les traces d'Eddie, où vous faites les étapes en montagne, où vous avez croisé aussi la neige et le soleil sur quasiment la même ascension. Un truc de fou. On a vraiment des, comment je vais dire, des moments dans la vie. Je veux dire, on est sur un vélo, on sait qu'on doit aller de l'autre côté. Et là, on tombe une voiture qui descend avec 20 cm de neige. Je dis, c'est quand même pas possible. Et de l'autre côté, il y avait 25 degrés. Mais il faut passer, il faut y aller. Quand on se lève le matin et s'il pleut, il faut prendre son courage à deux mains. C'est la question que je posais aux champions ici. Est-ce qu'on dort bien la nuit pour le lendemain, en sachant qu'on va avoir quelque chose de très important dans sa carrière à faire, quoi. Et là, nous, c'est encore différent, parce que ce n'est quand même que des amateurs. Mais le matin, il faut se lever et il faut partir, parce qu'il faut arriver de l'autre côté, il faut arriver à une telle place, il faut faire ses déplacements, il faut prendre son courage à deux mains, quoi, à tous les temps. Mais c'est ça, je voulais savoir, quelle est la motivation, là? Qu'est-ce qui pousse à aller, à faire... parce que les autres, quand on regarde tout ce qui est Tour de France, il y a des primes, je pense. Oui, les primes, c'est des professionnels en vivre, c'est leur métier. Non, mais la chance que vous avez, que tu as, c'est que vous êtes les porte-drapeaux. On veut t'imiter, on veut faire plus ou moins ce que tu as fait. La même chose, quelqu'un qui nage, alors que je vais faire comme elle. C'est ça qui est beau dans le sport. C'est qu'on a quand même des points, des repères. Des vocations. Exactement. Oui. Et alors, à ce moment-là, on dit... Et c'est ça qui nous motive. Les cyclistes, ils sont motivés par les champions. On a la chance en Belgique d'avoir des champions dans le domaine du vélo extraordinaires. Et de vivre une période où on a vraiment les grands champions, comme... Je veux dire, j'ai connu avec Eddy Merckx. Et alors, Eddy Merckx, justement, vous l'avez contacté, je pense que tu le connais. Comment ça s'est passé à l'époque, c'était tentant, évidemment, d'aller lui demander, viens, Eddy, tu ne viendrais pas avec nous? Voilà, disons qu'avec Eddy, on avait un contact professionnel. Et Eddy est vraiment un des champions le plus humble que je connaisse. Parce qu'Eddy, il est venu 4-5 fois chez moi. J'avais un commerce, il est venu 4-5 fois au commerce. Oui, les cycles Saïta. Exactement. La ville de Namur m'avait demandé, est-ce que tu sais organiser le dernier Tour de France qui est passé à Namur? La ville de Namur m'a demandé, est-ce que tu sais organiser un truc avec le vélo? Je dis oui, je sais. Je vais demander à Eddy s'il veut venir. Eddy est venu. Eddy est venu avec son vélo et on a roulé à vélo ensemble avec tous les cyclistes du coin. Et lui, quel regard il porte justement sur ce que vous avez fait, sur le voyage? Ah, lui, il a trouvé ça extraordinaire. On a eu un bouquin où il a mis un petit mot en disant que c'est extraordinaire, que c'est la motivation. Et là, on parle un petit peu peut-être, je veux dire, le côté financier. Mais là, on fait tout le monde va de sa poche et on fait ça pour le sport, pour la beauté du sport. La transmission aussi de ces valeurs, on voit avec ton fils que tu es fort proche, c'est quelque chose que tu lui as transmis aussi, qui était important à tes oui, étudiants. Tu l'as emmené avec toi, d'ailleurs il travaille toujours au magasin. Au magasin, oui, celui qui a repris la succession du magasin. Mais je crois qu'un peu, c'est comme Jeannot dit avec ses enfants, c'est la même chose. C'est qu'on est fiers de voir un petit peu qu'on a laissé quelque chose, on a laissé des traces. La même chose, tu as ta sœur, je suppose que tu es un exemple pour ta sœur aussi. Voilà, je pense que c'est ça le sport. Hein. Le sport, c'est une famille, c'est quelque chose. On a un esprit qui est vraiment, je veux dire, sain, pur, et on transmet nos valeurs, quoi. Hein. Oui, et faut que tu nous racontes aussi un moment dans les anecdotes que tu as traversées dans le cadre de ta vie, c'est aussi ta rencontre avec le pape. Complètement incroyable. Oui, je suis... Il nous dit un petit mot là-dessus parce que ça a le mérite d'être cité quand même. C'est simple, on avait décidé de faire Namur-Rome à vélo et on a écrit au pape. Et
la chance, je vais dire entre guillemets, qu'on a eue, c'est que le pape était tombé malade pendant 3 semaines. Et quand nous, on est arrivés à Rome, on a été reçus. Mais il y avait 10 000 personnes qui attendaient pour avoir une bénédiction du pape. Et là, je vois encore qu'on a traversé la place Saint-Pierre avec les gardes suisses. Et j'ai été reçu, j'ai un ami qui est curé ici à Namur. C'est lui qui avait fait le nécessaire. Et on a été reçu personnellement par le pape, par Jean-Paul II. Et j'ai la photo. Mon fils me dit toujours, Génial. Tu sais, papa, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rencontré le pape et qui ont donné la main au pape. C'est ça, je voulais poser la question. Votre courrier, c'était directement adressé, je veux dire, au Vatican, ou vous êtes servi de prêtre ici je veux dire, Monseigneur Léonard. Enfin, non, ça a été transmis directement au pape. Oh. Et on a offert un maillot du Speedy. Hein, et j'ai reçu un chapelet du pape, hein, de la main du pape. Voilà. Excellent, oui, ça restera des qui restent gravés à vie. Exactement. Organiser ce genre de périple, ça demande aussi une gestion incroyable avec des bénévoles qui vous accompagnent au niveau des bagages, si on n'est pas entouré, mais je crois que pour les ravitaillements. C'est comme un peu dans tout, il faut être entouré. Est-ce qu'on pourrait encore organiser ce genre d'événement maintenant? Est-ce que c'est encore dans la mentalité de maintenant? Ça s'organise moins, ça se voit moins. Ça change un peu, c'est que beaucoup de gens qui font du sport amateur, ils essaient de faire quelque chose de ponctuel, de dire tiens, je vais faire le marathon à Bruxelles. Ils s'entraînent toute la saison pour faire un point. Il faut bien penser qu'on n'est jamais que des amateurs. Et les professionnels, ils ont un autre objectif. Et maintenant, à l'heure actuelle, nous autres, on était une bande de copains. Et les bandes de copains disaient, on fait ça. Ben, là, on était 25-30 à le faire. 25-30 personnes sur un vélo, il faut être entouré. Parce qu'en sachant que le matin, il faut partir et arriver 200 km plus loin, et que là, les bagages doivent suivre, il faut alimenter le ravitaillement pendant le trajet. C'est toute une organisation. Et si on n'a pas une bande de copains, c'est pas possible de le faire. Et les premiers périples, si ça se passe bien, on peut en faire un deuxième et un troisième. Oui, c'est ça, parce que voilà. On en a fait 5. Je veux dire que ça s'est bien passé chaque fois. Oui. On n'a jamais eu de problème. Maintenant, on est tous dans le même esprit de dire je fais et je veux aller au bout. Que nous, le but, c'était de dire je pars aujourd'hui et j'arriverai dans 10 jours là-bas et je fais et je n'abandonne pas. Ça, c'était surtout le point qu'on s'était mis chacun, quoi. Des énormes projets, mais quand on fait le bilan après, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit ça valait la peine. Ça valait la peine, oui. Tu es toujours le président du Speedy Club. Oui. Comment se porte le club? Quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont maintenant, on fait des projets. La semaine dernière, on a organisé pour CAP 48. On a fait une organisation de toutes les inscriptions, parce qu'il y a une inscription qui se fait, qui est donnée à CAP 48. On fait toujours des petites, des petits rallyes comme ça de 2-3 jours. Ici, il y a beaucoup de chances qu'on partira sur le Tour de France, puisque le Tour de France vient dans le nord de la France. Et là, comme les déplacements ne sont pas trop loin, on reste 2-3 jours et on reste autour des étapes pour côtoyer les champions, quoi. Et ici, on repart la semaine prochaine, samedi, si on part en Italie, on fait 10 jours de vélo. Et là, on est 20 personnes à faire toujours les gens du club. Tout le monde se connaît et là, on fait une centaine de kilomètres par jour, quoi. Merci, Franco. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. C'était très chouette d'avoir échangé avec vous. Jeannot, le mot de la fin, je sens que tu veux encore dire quelque chose pour clôturer. Qu'est-ce qu'on retient de cette émission? J'ai combien de minutes, là? On a le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cette émission? Juste pour revenir avec ce que j'ai insisté un peu sur la motivation. Bien sûr. Donc, je vais raconter une petite histoire comme ça. Donc, il y a un monsieur, hein, donc, voilà, qui habite dans un cul-de-sac comme ça. Alors, il n'aime pas les bruits. Alors, il y a plein de gosses qui viennent jouer au football. Ils font tellement de bruit. Mais alors, lui, ça l'embêtait. Un jour, il appelle les enfants. Il dit, venez un peu. J'aime bien ce que vous faites. Demain, quand vous venez jouer, faites encore fort les bruits. Donc, je vais vous payer. Tenez déjà, je vous donne 50 €. Le lendemain, les enfants arrivent, ils vont faire tellement de bruit. Oh, mais c'était magnifique, tiens, allez, 100 €. Waouh! Le lendemain, ils arrivent, il dit, mais écoutez, j'ai un peu de soucis aujourd'hui, tenez quand même 50 €.
Et les gens, ils arrivent, mais ils font tellement de bruit. Ils disent, écoutez, il y a eu un souci, 20 €. Oui, mais c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Et ils reviennent encore, ils jouent, ils font des bruits. Il dit, écoutez, vraiment, je suis désolé. Tenez, je n'ai que 5 €. Ah, mais ça va pas, on ne vient déjà plus. Hein. Il a fait déplacer la motivation. Avant, eux, ils jouaient pour leur plaisir. Au moment où on a mis quelque chose, je veux dire, l'argent, ça a fait que leur motivation a été déplacée. Il n'y avait plus d'argent, ils ont arrêté. Donc voilà, donc c'était juste... On reconnaît Jeannot, toujours très pointu sur la motivation. Je sais que la psychologie de l'entraînement, ça te passionne, qui est super intéressant. Jeannot, merci pour ta présence. Franco, Valentine, merci de l'invitation. Merci à vous. On vous souhaite évidemment le meilleur dans vos projets respectifs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission Flashback. Si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas, il y a une adresse mail, évidemment, flashback@bouquet.media. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.